Bonjour tout le monde, ici William, donc étudiant en physiothérapie sur la chaîne Muscle Up. Normalement, nos vidéos sont en format anglophone, mais aujourd'hui, ça va être une vidéo français. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Guy Sabourin, psychologue ou ancien psychologue, et nous avons parlé de l'anxiété pour en savoir un petit peu plus sur le sujet. En espérant que vous appréciez la vidéo, puis si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de la vidéo, il me fera plaisir de les lire. Bonne vidéo! Alors, on y va? On y va certain. Go! Justement, on parlait de la pandémie, puis là, on parlait plus des effets par rapport au virus. Comment ça l'a pu affecter au niveau plus physique. Mm-hmm. Mais je pense que, là, je vous pose la question, là, mais la COVID a-tu un effet nécessairement sur l'anxiété de façon générale sur la population? À la télé, on parlait que oui. Mais dans les faits, c'est quoi qu'on dit réellement? Ah oui, c'est incroyable. C'est-à-dire que, tu vois, il y a toutes sortes de facteurs par rapport à tout ça. Mais dans les 2 dernières années, en particulier, ça a presque doublé dans les enquêtes. Mm-hmm. Enquêtes et puis sondages, etc. L'anxiété est passée quelque chose comme 20 quelques % à près de 40 à 50%. Tout dépendant là, des gens. Mais c'est des symptômes transitoires. C'est pas nécessairement psychopathologique au sens où on l'entend généralement en clinique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les cliniciens, comme moi qui étais en pratique encore tout récemment, écoute, les bureaux des psychologues ont été envahis, etc. Et évidemment, quels étaient les problèmes les plus fréquents? L'anxiété, puis toute la panoplie là, par rapport à tout ça. C'est ce qui revenait le plus souvent. Énormément. Puis quand vous dites transitoire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est juste par rapport à la pandémie, puis quand ça va arrêter, les gens vont revenir à un état normal? C'est-à-dire que c'est probable, effectivement, c'est plus probable parce que l'anxiété est directement liée au stress. OK? D'ailleurs, maintenant, dans le DSM, avant, il y avait des troubles anxieux vraiment classifiés. OK? Et tout était mis dedans. Alors que maintenant, c'est dissocié. Il y a trois types de troubles anxieux. Non, c'est même pas des troubles anxieux au sens de la classification. Il y a les troubles anxieux. Il y a les troubles qu'on appelle obsessifs compulsifs et associés, puis là, ils en ont mis beaucoup. Puis là, il y a ce qu'on appelle les troubles liés au stress, aux états de stress, etc. D'ailleurs, ils ont même inclus quelque chose comme les troubles de l'attachement dans une certaine mesure par rapport à tout ça. Alors, c'est comme, là, ils ont vraiment classifié ça de façon très, très différente par rapport à avant, puis ça augmente considérablement la place, dans le fond, de l'anxiété, si on veut, d'une certaine façon par rapport à ça. Alors, c'est vraiment très, très important. Et en clinique, on voit ça, là, c'est... en fait, les gens consultent d'abord pour ça, et là, on découvre autre chose. Généralement, il y a autre chose qui se cache derrière, c'est-à-dire que ça crée des... les gens consultent pour les troubles anxieux, mais très souvent, il y a des comorbidités et ça complexifie beaucoup le tableau clinique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est spécifiquement par rapport à tout ça. Par exemple, les troubles anxieux ou l'anxiété, ça amène beaucoup d'effets au niveau de la dépression, entre autres. Ça peut cacher des troubles cacher des troubles au niveau des troubles attentionnels. Ça peut cacher des troubles de type TSA, donc des troubles au niveau autistique, des troubles de personnalité. Là, mais ça mélange tout. Fait que c'est comme un front, là, je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais qui vont cacher d'autres types de problématiques en arrière, OK? Absolument, tout à fait. C'est un peu comment dirais-je, c'est le son de cloche qui amène les gens à consulter et qui, effectivement, amène une nécessité d'aller beaucoup plus loin en termes psychopathologiques, etc. Ce qui est mêlant aussi, puis il faut le savoir aussi, c'est que l'anxiété, c'est un symptôme, appelons ça comme ça, parce qu'on est vraiment en psychologie. C'est un symptôme qui est tout à fait normal,
qui a une valeur de survie de base, darwiniste dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si on n'était pas anxieux selon les circonstances qu'on vit, dans le fond, l'anxiété, c'est des réactions physiologiques, affectives, cognitives, etc., pour faire face à un danger réel ou appréhendé ou perçu. Mm-hmm. Donc, dans une certaine mesure, ça a une grande valeur. Par exemple, si nos ancêtres avaient pas vécu de l'anxiété, probablement que sur le plan de leur survie, peut-être qu'on serait même pas là. Parce que techniquement, l'anxiété, c'est un mécanisme qui est biologiquement prédéterminé, à savoir que notre cerveau reptilien, nous aide à détecter très, très rapidement tous les signes de danger ou de risque dans une certaine mesure et de se préparer physiologiquement, cognitivement et tout, comportementalement pour figer, fuir ou attaquer. Le fight or flight, qu'on dit, le système sympathique. Fait que tout à fait. C'est vraiment la base. Et psychologiquement, si on regarde ça de façon très objective, c'est un phénomène d'anxiété qui est derrière tout ça, sur le plan psychologique. Okay? Sauf que, effectivement, quand ça dure trop longtemps, quand il y a des réminiscences de ces réactions-là, alors que ça devrait pas être perçu comme tant dommageable ou risqué, ben là, ça devient un petit peu plus problématique. Pourquoi transitoire? Je réponds à ta question. Ben oui, certainement. Techniquement, toute personne qui vit un stress un petit peu plus intense tel que la pandémie, par définition, va vivre plus d'anxiété et va avoir peut-être un certain nombre de réactions qu'on appelle qui ressemblent à des troubles de l'adaptation. OK. Un trouble d'adaptation, c'est que le stress commence à devenir plus présent et relativement chronique dans une certaine mesure. C'est ça le mot-clé, le chronique. Oui. L'anxiété à court terme, par exemple, devant une présentation ou ces choses-là, c'est normal. C'est quand c'est rendu que ça se chronicise. En tout cas, j'ai pas le mot, là, mais sur une longue... Oui, exact, c'est ça. Pendant une longue période de temps. Puis, oui, c'est là que ça devient un problème, effectivement. Et que ça devient attaché à certains stimuli. Là, ça devient une phobie sociale, de l'anxiété sociale, etc. Puis là, ça se construit. Et malheureusement, l'anxiété de type pathologique, là, ben ça devient persistant, mais même au long cours. Okay. Puis ça se transforme. C'est une des pathologies qui est hétéropathologique, c'est-à-dire que ça se transforme. Tu n'es pas anxieux de quelque chose qui va rester toute ta vie. Ça se peut que ça se transforme dans divers types de pathologies. Ou de phobies, dans le sens où, par exemple, je prends l'exemple là, de on est stressé ou on est anxieux sur une présentation à l'école. On dit je suis anxieux à l'école, puis quand je serai plus à l'école, je serai plus anxieux. Oui. Mais là, ça peut devenir transitoire dans le sens où l'anxiété peut se transmettre au travail pour d'autres types de raisons. Ouais, ben c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu développes vraiment une anxiété de performance qui devient chronique et qui se généralise. En fait, l'être humain, notre cerveau, on a appris ça maintenant, qui est très clair, c'est le fait que le cerveau humain est fait pour généraliser très, très rapidement. C'est un mécanisme très important au niveau de la survie. Okay? Le problème, c'est que il y a des gens qui ont des gènes et un tempérament anxieux. OK? Donc, ces gens-là sont plus susceptibles d'avoir des troubles anxieux, en fait, d'avoir une réaction anxieuse plus intense et qui peut devenir pathologique dans une certaine mesure. Et c'est là que ça se passe, à savoir que si tu es plus susceptible d'avoir un trouble anxieux une fois sur quelque chose, ça se peut que tu développes d'autres choses. Genre, une anxiété de performance peut devenir une anxiété sociale, qui peut devenir une phobie, qui peut devenir un trouble panique,
etc. Et une dépression à caractère anxieux. OK. J'ai hâte de reposer mes questions tantôt sur comment on arrête cette boucle-là. Là. Je vais essayer de me contenter de cette réponse-là pour l'instant. Je voulais savoir, tantôt on parlait, là, avec la COVID, on dit il y a une augmentation quand même significative de ce que j'ai pu comprendre de l'anxiété. Même exponentielle, presque. Ouais, c'est ça monte. Puis, c'est quel type de clientèle qui est plus, en ce moment, en fait, qui demande plus d'aide pour des problèmes d'anxiété? Est-ce qu'on voit plus des jeunes, des étudiants, des personnes plus âgées? Est-ce que toutes les clientèles ou les types de clientèle ont été affectés par la COVID présentement? Oui. Mais tu vois, au niveau de l'anxiété, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très prévalent. Chez les enfants, ça peut monter, ça varie beaucoup selon les études, etc. Et la sévérité, toujours le problème de comment on mesure. Hein. Alors, pour faire une histoire courte, tout dépendant des études de prévalence, chez les jeunes enfants, là on parle de 6-11 ans, avant l'ado, la grosse période. La période, ouais, c'est ça. Donc, c'est entre 6 et 15, j'ai trouvé de la statistique, là, autour de 15-17%. Les ados, c'est plutôt de 12 à 15%, mais ça peut atteindre, dans bon nombre de cas, là, 23%. Actuellement, là, chez les ados, c'est eux qui sont les plus susceptibles. De nos jours aussi, ça se prolonge chez les jeunes adultes. À cause justement des études qui se prolongent, du fait que les études manquent d'argent, le travail surajouté pour survivre, etc., etc. Donc, jeunes adultes, là, l'anxiété est très, très élevée. C'est ceux qui sont le plus atteints. Ben, de l'eau. Puis est-ce que c'est, là, je vous pose la question, là, mais est-ce que c'est plus générationnel? Est-ce qu'on a tendance à dire cette génération-là de personnes ont plus tendance ou plus enclin à avoir de l'anxiété? Non, c'est ça, là, c'est des études qui datent, je te dirais, minimum d'une vingtaine d'années. OK. Donc, on peut dire que les adolescents sont plus susceptibles d'eux, puis ça, c'est plus proportionnellement par rapport aux adultes ou etc. Là, c'est très, très clair que, entre autres, à cause du phénomène hormonal, d'adaptation qui est très important à l'adolescence. Les changements, la carrière qui s'en vient, le stress des études, je vais-tu réussir ou pas, etc. Très souvent, beaucoup d'étudiants en plus doivent travailler pour faire leurs études, etc. Comme j'ai fait, comme tout le monde. Ça a été une période particulièrement difficile, etc. Donc, tu sais, c'est sûr que dans ce contexte-là, les troubles anxieux, moi, j'étais chanceux, j'ai pas eu trop. J'ai fait une petite dépression à mes heures, là, 19, 20 ans, pour toutes sortes de raisons. Mais ça a été comme une période d'adaptation, troubles d'adaptation, avec des composantes anxieuses, etc. C'est pour ça que ça m'a intéressé un peu, la psychologie. La psychologie. Après, ça vous a enligné comme il faut pour poursuivre. Ben, en fait, moi, je suis un professeur. J'ai fait mon bac en pédagogie. Puis ensuite, quand ils m'ont offert des postes, moi, j'étais spécialisé en histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. Et finalement, ils m'ont offert d'enseigner la catéchèse et l'anglais. Je sais bien pas dire. Je leur ai dit de se faire cuire un œuf. Une bonne décision au final. Ouais, très bien. Ça a bien été. Ça a amusé. Puis vous parliez, l'anxiété souvent va être déclenchée à l'adolescence, puis il y a une forte tendance, je pourrais dire, à se chroniciser puis aller vers l'âge adulte puis se poursuivre un petit peu plus loin. Oui. OK. Fait que ça part de l'adolescence pour tous les facteurs que vous avez énumérés. Oh, c'est pire que ça. C'est-à-dire que ça peut partir de l'enfance. Donc, encore plus loin. Ans. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que on dit qu'il faut intervenir beaucoup de façon préventive, parce que justement, ça a tendance à persister et à se complexifier. Si on diagnostique un trouble dans l'enfance,
ben là, il faut faire quelque chose et puis vraiment travailler très fort à ce moment-là en termes pédiatriques parce que ça se complexifie très rapidement et ça peut traîner et se complexifier jusqu'à l'âge adulte. Mm-hmm. Donc, d'ailleurs, c'est ça, c'est comme un son de cloche, là, un peu un alerte. Wake up alert, là, ouais. Oui, tout à fait, exactement. J'ai pas le mot en français, là, mais ouais. C'est une expression très juste. Ouais. Qui correspond effectivement à ce que je veux dire, là, tout à fait. Donc, c'est important d'agir très, très tôt. C'est reconnu de plus en plus là, par rapport à tout ça. Puis là, on a parlé de c'est quoi la prévalence chez l'âge et tout, mais en quoi, comment par exemple, une personne qui sait pas du tout c'est quoi les symptômes, là, on parle de quelqu'un qui vit en dessous d'une roche, là, mais c'est quoi l'anxiété? Comment qu'on fait pour savoir, là, moi, je suis anxieux, puis j'ai des symptômes, j'agis comme une personne anxieuse. Comment on sait? C'est dur aussi de s'auto-évaluer, là, mais si on est en mesure de le faire. Ben, écoute, comme psychologue, évidemment, la première chose qu'on va vérifier, c'est si quelqu'un est anxieux, par définition, il va traîner toute une série de symptômes d'ordre physiologique d'abord. OK? Puis, ça commence par des choses très, très simples telles que rythme cardiaque augmenté, des chaleurs, des difficultés de se concentrer, de la fatigue anormale, plus élevée, etc. Donc, même de la difficulté à dormir, etc. Donc, toute une série de symptômes là, physiologiques de base. D'ailleurs, on utilise des questionnaires pour faire le tour de here and now, là, comment la personne se sent. Dans notre bureau, en fait, le questionnaire le plus standard, c'est on fait remplir le questionnaire sur OK, comment vous vous sentez aujourd'hui. Mais en temps normal, comment vous vous sentez aussi de façon générale dans les derniers mois, par exemple, ou dans la dernière semaine, etc. Alors, ce genre de questionnaire-là nous parle justement de une réaction anxieuse, ponctuelle, aujourd'hui, et au long cours, donc dans la dernière semaine, le dernier mois, etc. Et là, on va demander de façon plus spécifique quelles sont les réactions que vous avez eues qui ressemblaient à ce qu'on vient de parler, mais dans quelle situation ça se passe, etc., etc. Et là, on va voir, est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça revient tout le temps? Jusqu'à quel point? Et de quel type de trouble anxieux c'est possible. Et là, on sort le DSM, puis on se balade là, de façon assez incroyable sur tout ce qui se passe par rapport à ça. Mais généralement, un trouble anxieux, c'est assez spécifique. Okay. C'est-à-dire que compte tenu qu'on connaît le DSM, nous, on peut faire un diagnostic parce que la présentation des difficultés anxieuses est très spécifique here and now. C'est-à-dire que la personne pourrait nous raconter une histoire quand est-ce que c'est apparu. Puis là, maintenant, ça se cristallise d'une certaine façon. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut, nous, bien comprendre par rapport à tout ça, effectivement. Donc, c'est très, très important de regarder aussi cognitivement, très rapidement. On va demander à la personne de faire des observations sur ses cognitions avant les événements pour voir un peu qu'est-ce qui trotte dans la tête de la personne par rapport à cet événement-là et surtout qu'est-ce qui est perçu comme étant un danger, etc. Alors, tranquillement, on finit par avoir une très, très bonne idée de comment la personne fonctionne sous un mode anxieux et dans quel contexte et avec quelle sorte de symptômes, etc. Fait que c'est un peu plus patient-dépendant pour qu'est-ce qui est plus cognitif, puis parce que là, vous avez parlé des symptômes qui étaient plus physiologiques, mais au niveau cognitif, ça va dépendre du patient puis comment qu'il l'est. OK. Oui, beaucoup. En fait, techniquement, les personnes anxieuses ont toutes sortes de biais cognitifs qui les amènent à devenir anxieux.
C'est tellement vrai que chez les enfants en particulier, très souvent, c'est assez particulier. Des fois, ils bloquent sur une idée du type, je sais pas moi, prenons un exemple que j'ai eu, un enfant est sûr que quand il fait son devoir de mathématiques, il va planter et puis qu'il sera jamais capable de réussir, etc. Eh bien, il y a une idée dans la tête de cette nature-là. Ben, il reste bloqué dès qu'on y arrive à un devoir de mathématiques ou un examen de mathématiques. Il n'y a rien à faire et ça marche plus. Alors que, en termes de QI, de façon générale, il n'y a aucun problème. Même, il est supérieur à la moyenne dans une certaine mesure. Tout ça. Fait qu'on se dit, écoute, c'est vraiment un trouble anxieux par rapport à ça, là, vraiment typique d'un enfant par rapport à tout ça. Fait qu'on peut observer des blocages quand par exemple, on est psychologue, on essaie de voir c'est quoi les blocages, puis d'essayer, là, on en reparlera plus tard, là, mais d'avoir un blocage, ça peut être un des symptômes qu'on voit au niveau de l'anxiété. D'ailleurs, écoute, on sait maintenant de façon encore plus large que tous les symptômes anxieux qui deviennent pathologiques sont associés à de l'évitement. Systématiquement, à savoir que la personne s'isole, refuse de faire un certain nombre de choses, et tranquillement, dans le fond, ce qu'on appelle, enfin, le premier critère pour dire que c'est un trouble psychopathologique, c'est bien évidemment la détresse personnelle de vivre quelque chose de trop anxieux qui persiste, etc. Mais l'autre élément, c'est le dysfonctionnement, à savoir au niveau du travail, de s'empêcher de faire des choses, etc., qui fait en sorte que ça nuit à son fonctionnement social, professionnel et tout. Mm-hmm. Donc, c'est deux critères de base dans tous les troubles psychopathologiques. Et l'anxiété est particulièrement invalidante dans une certaine mesure par rapport à ça, mais à cause de l'évitement. Mm-hmm. Et dans le traitement, puis je vais y venir tantôt, là, quand on va discuter. Certainement. Ce qui est très clair maintenant, c'est que dans le traitement, il faut aider la personne à ne plus éviter pour mettre en place le processus qu'on appelle neuropsychologique d'habituation du stress ou du phénomène qui amène une réactivité anxiogène dans une certaine mesure. Donc, il y a tout un processus qu'on fait par rapport à tout ça. On va garder du punch un petit peu. Oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est le gros du sujet de aussi comment on fait face à l'anxiété puis comment on réussit à découdre un peu de tout ça. Mm-hmm. Je voulais savoir, là, vous avez parlé un petit peu d'essayer de voir c'est quoi qui mettons, d'observer c'est quoi les blocages chez le patient. Oui. Y a-t-il d'autres choses que, en tant que psychologue, on vient voir ou observer, que ce soit au niveau du non-verbal du patient, de comment il s'exprime? Y a-t-il des choses que vous venez regarder puis dire, OK, ça, je le mets dans mon dossier, est-ce que c'est important à savoir dans le temps ou à objectiver, dans le fond? OK, oui. Ben, comme je te disais tantôt, il y a tous les symptômes d'ordre physiologique à la base qu'on fait le tour de façon très systématique. La deuxième élément, c'est tout l'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne pense. On tente d'abord de reconstruire. Une fois qu'on a situé dans quel contexte ou situation la personne vit le plus d'anxiété, là, on va tenter de reconstruire la chaîne causale par rapport à ça. Et c'est là que généralement, on se concentre sur ce qui se passe un peu avant en termes cognitifs. C'est-à-dire que les pensées déterminent, dans notre analyse, bon nombre de pensées préalables déterminent la réaction anxieuse par la suite par rapport à une situation donnée. Ou même la peur à appréhender, le risque à appréhender, c'est cognitivement préprogrammé. Et ça tourne. Une fois que le danger perçu est vraiment bien installé et vécu et revécu, je dirais.
Ça, c'est comme un mécanisme neuropsychologique qui s'installe. Puis c'est une boucle, ce qu'on appelle le cercle vicieux. Là. C'est vraiment ça. Okay. Et neuropsychologiquement, la personne est comme pris dans ce cercle-là. Okay? Alors ça, c'est très important. Pour nous, là, c'est fondamental de bien identifier cette chaîne-là. Et généralement, la chaîne finit toujours par un comportement d'évitement. Okay? Ça me surprend, ça. Je pensais pas qu'on pouvait autant généraliser ce comportement-là d'évitement avec l'anxiété. Partout. Partout. Ah oui, mais c'est un comportement aussi qui est très subtil. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de trouble panique, OK? Dans un cas de trouble panique, la personne va tenter physiologiquement et comportementalement de se rassurer. Donc, va prendre un toutou, prendre un verre d'alcool, appeler un ami, etc., etc. Tous ces mécanismes-là sont des mécanismes d'évitement par la réassurance. OK? Oui. Donc, si quelqu'un trouve un moyen de tenter de se rassurer, par définition, c'est de l'évitement. Tenter de se rassurer pour ne pas penser ou avoir quelque chose qui inhibe cette anxiété-là de cette façon-là, par définition, nous, on interprète ça comme de l'évitement. Aïe, aïe. Je suis content d'être venu aujourd'hui. On dirait que je l'avais jamais vu comme ça, puis c'est vraiment... ça l'explique vraiment pourquoi les gens vont agir d'une telle manière. Puis, c'est vraiment... Et c'est parce que c'est un peu bizarre, parce que nous, dans une situation avec un client, on voit ça vite. Mais là, il faut y aller doucement. Parce que il faut reprendre tout le processus de compréhension, ce qu'on appelle la psychoéducation, qu'on doit faire avec le patient préalablement, parce qu'on peut pas lui dire « tu viens d'éviter ». Non, au pec... vous touchez des cordes sensibles. Oui, c'est-à-dire que la personne, par définition, a une compréhension de son trouble, de sa difficulté à vivre. Et si tu vas trop vite, par définition, il y a un blocage là, très précis par rapport à ça. Donc, la première étape en termes de traitement, mettons. C'est un... Oh, parce qu'on n'a pas parlé. On est rendu là. Ouais, on est rendu là quand même. Donc, c'est un travail de psychoéducation. Il faut que la personne réalise puis comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut refaire le processus au complet et que cognitivement, la personne comprenne qu'est-ce qui se passe puis que il y a des pièges que notre cerveau nous donne des informations biaisées, tronquées, et c'est très dangereux de tomber dans ces automatismes-là. Et à un point tel que maintenant, ce qu'on appelle la troisième vague dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est de là toute la question. D'ailleurs, tu avais une belle question sur la question de la pleine conscience. Oui. OK, alors, oui. Ouais, c'est ça. La pleine conscience, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais la pleine conscience, c'est vraiment quand tu as fait tout le bout de bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anxiété. Puis là, tu es rendu très, très loin. Tu as une façon de comprendre la vie de façon générale et puis de te méfier de tes propres cognitions quand tu es rendu là, puis de te concentrer sur le here and now tout le temps, là. C'est pas évident. Bon, j'aimerais ça en revenir tantôt, parce que j'ai tellement de questions sur ce sujet-là. Puis je voulais savoir aussi, là, on parle de, OK, là, la personne va éviter les choses, ces choses-là, mais à la base, qu'est-ce qui crée toute l'anxiété au départ? Moi, ce que j'ai vu à l'école, c'est par exemple, quand il y a un manque de contrôle, quand tout à fait. C'est quelque chose qui est nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou il y a vraiment des éléments qu'on est capable de montrer? Il y a un petit schéma. Oui, un petit schéma. En fait, il y a plusieurs modèles explicatifs. OK. OK? Théorie, mettons. Ou théorie. Modèle explicatif, théorie. Les modèles les plus intéressants sur le plan clinique et qui sont les plus reconnus sont ceux qui sont développementaux. OK.
À savoir, compte tenu du fait que c'est un modèle je l'ai expliqué un peu tantôt, là, compte tenu de l'anxiété qui évolue et qui se chronicise puis persiste, c'est comme si ça se développait, cette affaire-là. OK? Donc, il faut avoir un modèle développemental, même jusqu'à l'âge adulte. OK? Deuxièmement, c'est un modèle qui est transactionnel, c'est-à-dire que il s'agit que tu vis quelque chose et selon comment tu le vis, comment tu l'interprètes et comment tu vis avec, que ça va changer ton évolution par rapport à tout ça. OK? Mm-hmm. Donc, le modèle les plus complets sont des modèles explicatifs de cette nature-là. Et tu as plusieurs grandes variables. Tu as ce qu'on appelle les variables de protection, Mm-hmm. les facteurs de prédisposition, puis les facteurs de maintien, et puis tu as les déclencheurs. OK. OK? Ouais. C'est tellement intéressant. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le plus intéressant dans un modèle comme celui-là, c'est que c'est pas si évident que ça. Il faut tenir compte des effets cumulés de l'ensemble de ces facteurs-là. Si t'as pas, par exemple, de facteurs prédisposants ou de précipitants ou déclencheurs, on appelle ça comme ça, t'es chanceux. Sauf que quand tu vas en avoir un, puis que t'as les autres facteurs qui sont là, ça va éclater, puis tu risques je pense à des enfants, entre autres, qui sont surprotégés par leurs parents. Mm. OK? Ils sont surprotégés, ça va bien, ils sont intelligents, c'est un facteur de protection. Ils ont une bonne relation avec leurs parents, mais leurs parents, ils ont un petit biais dans leur éducation. Mm-hmm. Ils les surprotègent beaucoup. Fait que ça se peut qu'à un certain moment donné, il y ait comme ce qu'on appelle des événements difficiles dans la vie. Mm-hmm. Et puis là, ça se peut que vite, il y a un trouble anxieux qui se développe, puis qui peut même s'appeler un trouble d'adaptation, avec des troubles du sommeil, de la fatigue, des sentiments d'impuissance, de désespoir, etc., qui s'installent, puis qui restent pendant un certain temps, plusieurs mois, 3 mois minimum. Ça doit être transitoire. Mais un trouble d'adaptation, si tu fais pas attention, puis si tu prends pas les moyens pour que ça s'améliore, ça peut devenir une dépression, ça peut devenir un trouble anxieux, social, etc. Tu sais, ça peut éclater en plein de choses. Oui, ça peut évoluer Okay. de façon très, très vite par rapport à tout ça. Mais tu vois, ça donne un très bon exemple de tout ça. Puis là, écoute, il y en a plusieurs, des facteurs prédisposants. Tu as les facteurs génétiques au sens du tempérament, du caractère. On sait que les enfants, des enfants qui sont plus réactifs à la stimulation là, négative. OK. Alors, très, très rapidement, ces enfants-là c'est des enfants, par exemple, qui vont être plus facilement apeurés, qui vont être plus réactifs à la stimulation sensorielle et tout. Alors, ceux-là sont peut-être plus génétiquement programmés pour avoir des prédispositions pour être un petit peu plus anxieux. Puis avoir un tempérament de l'autre côté. Si tu as un tempérament, par exemple, où pour toutes sortes de raisons, tes parents ont vraiment insisté pour que tu sois courageux, que tu fasses front, puis que tu ailles, que même par rapport à tes peurs, que tu sois capable de les affronter, etc., ça se peut que même si tu as une prédisposition, ça se peut qu'effectivement que tu sois plus porté à, quand tu as peur, tu dis, OK, pourquoi j'ai peur, puis qu'est-ce que ça va donner, puis de foncer, OK, d'apprendre à donc gérer le stress ou la peur par rapport à tout ça. Donc, ton tempérament va se développer sur le plan de la personnalité, etc. Donc, c'est un facteur de protection.
c'est un exemple, mais il y en a beaucoup là, par rapport à tout ça. Fait que de savoir un peu qu'est-ce qui déclenche l'anxiété peut être un facteur de protection. Ah, fait que c'est quelque chose que j'imagine pendant l'intervention avec un psychologue, c'est ce que le psychologue va essayer de faire montrer au patient, de dire dans tel type de situation, dans tel type de situation, c'est ça qui va déclencher ton anxiété. Donc, pas de préparer, là, mais mettons, faire la pleine conscience. Tu as tout à fait raison, le mot préparer est très juste. C'est-à-dire que systématiquement, même c'est pire que ça, comme psychologue, on va préparer et on va suggérer à la personne de s'exposer de cette façon-là. OK. Comme une peur, dans le fond. Une quoi? Une peur, dans le sens où attaquer, mais pas attaquer, là, mais vivre la peur pour essayer de s'y adapter. Oui. En fait, systématiquement, prenons un exemple plus simple. Certainement. Là, la phobie. Ouais. OK? Quelqu'un est phobique ou agoraphobe. OK? Ouais. Genre, la personne a peur des ponts. Et reste chez elle, tout ça, et a de la difficulté à traverser les ponts. Alors, systématiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer toute une série d'étapes pour permettre, non seulement permettre, mais stimuler la personne pour qu'elle s'expose à passer à travers des ponts. Alors, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation systématique in vivo. OK? Alors, c'est vraiment, puis par une série d'étapes très, très systématiques par rapport à tout ça. Mais pour faire ça, il y a toute une série d'étapes préparatoires pour faire en sorte que la personne comprenne bien qu'est-ce qui se passe au niveau de son anxiété, comment elle doit affronter ce genre de choses-là, que le processus d'habituation cognitivement, elle le comprend très, très bien, qu'elle l'a vécu. Très souvent, ce qu'on fait, c'est que on va faire ce qu'on appelle la désensibilisation en imagination préalablement. OK? Donc, on demande à la personne, on la met dans un état de relaxation et on l'aide à imaginer de se trouver devant un pont puis qu'elle doit traverser le pont. Mais juste se rapprocher du pont, c'est difficile même à l'imaginer. Faut vraiment y aller progressif. C'est comme des escaliers, puis là, tranquillement, on monte les marches. T'as tout compris, c'est exactement ça. Et donc, le processus neuropsychologique par rapport à tout ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'habituation et de gestion du stress. Pourquoi? Parce que, par définition, l'anxiété, comme le stress d'ailleurs, c'est une courbe ascendante, mais par définition, elle descend. Si tu restes dans la situation... Exemple. Prenons l'exemple du pont. Oui, on revient au pont. Alors, en imagination, faudrait que je prenne un exemple, mais le pont est encore plus clair. Juste d'imaginer que la personne se rapproche du pont, elle est pas capable, dans un premier temps, elle est pas capable de se l'imaginer. Tranquillement, avec toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser, on permet à la personne de s'imaginer qu'elle s'approche du pont, mais qu'elle arrête juste avant d'entrer sur le pont. Et ce qu'on va faire, c'est que on va suggérer à la personne de rester juste en avant du pont, puis de rester là, puis d'être capable de juste prendre des grandes respirations, puis continuer à imaginer qu'elle est juste sur le bout avant d'embarquer, mais de rester là. Tranquillement, après quelques minutes, la personne est capable de s'imaginer d'être devant le pont et de ne plus avoir de réaction physiologique. OK? Donc, c'est le processus d'habituation qui s'enclenche et donc de renforcer l'idée que, effectivement, tout stress qui est perçu comme un danger, tranquillement, quand il n'y a plus de danger, bien, par définition, il y a une habituation et ça finit. Donc, c'est transitoire. En fait, l'anxiété normale, c'est transitoire. Et la conviction doit se développer comme quoi tout phénomène d'anxiété est normal et il y a un phénomène d'habituation normal qui se produit. Il faut juste avoir une
une conviction, développer une conviction par rapport à tout ça. Comme, je dis toujours ça, vous savez qu'est-ce que les astronautes apprennent très, très rapidement pour gérer leur anxiété de partir dans l'espace et peut-être de mourir? On les aide à contrôler ce qu'ils peuvent contrôler et de négliger, de ne pas penser à ce qu'ils peuvent pas contrôler. Parce que ce qu'ils ont à faire là et now, c'est de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Puis ils ont pas mal de choses à contrôler. Let's go, contrôle ton affaire. Puis d'ignorer ou de laisser de côté qu'est-ce qui est plus, comme vous avez dit, incontrôlable. Tout à fait, exactement. Et c'est incontrôlable de toute façon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a de l'appréhender, mais là, ça va créer de l'anxiété. Oui, c'est ça, c'est pas utile. J'essaie pas de toucher à ça. It's not useful, tu sais, c'est pas utile. Ouais. La meilleure façon de comprendre ça, c'est le stress. 4 facteurs de base pour expliquer le stress et le stress intense. C'est le truc mnésique, c'est ciné. Oui. Vous connaissez le On l'a appris à l'école rapidement. Ben, c'est ça, exactement. Donc, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis l'atteinte à l'ego. Alors, par définition, c'est ce qu'on apprend aux gens qui ont un trouble anxieux. Puis on insiste beaucoup là-dessus parce que il faut qu'on leur apprenne à avoir du contrôle. Qu'est-ce qui est prévisible, qu'est-ce qui ne l'est pas. La dernière technique d'intervention par rapport à tout ça, c'est sûr, c'est l'exposition là, in vivo, etc., le plus possible, mais c'est aussi la résolution de problèmes. C'est-à-dire que tout se résume dans la vie à une question de probabilité, de risque. Qu'on le veuille ou non, là, il y a plein de risques dans la vie. Et il faut apprendre à faire de la résolution de problèmes sur les risques. Fait que d'oser, par exemple, si quelque chose est plus risqué, peut-être de l'éviter, mais qu'est-ce qui l'est moins, essayer d'aller plus vers ça. C'est ça. Et par définition, quand tu vis le moment présent, surtout que dans nos sociétés démocratiques et riches dans une certaine mesure, on a la chance d'avoir, comment dirais-je, des troubles anxieux. Tu sais qu'en Afrique, les troubles anxieux, là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Plus sur le moment présent, puis de regarder contemplatif un petit peu. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont dans la survie. Ah, ok, complètement, ok. Ils sont dans la survie tout le temps. Ok. Et ils ont développé un mécanisme d'adaptation très, très clair. C'est que ils se pressent pas. En Afrique, là, écoute, ils disent bonjour à tout le monde, ils prennent le temps de jaser, puis d'ailleurs, ils sont très accueillants, donc, prends un thé, etc. Là. Alors, avant de se rendre à leur destination, là, ça se peut qu'ils arrêtent à 3-4 endroits. C'est pas grave, c'est la vie de ce qu'on continue, etc. Donc, c'est le here and now, puis la philosophie. Il y a un peu d'apprendre de ça dans les places occidentaux. Là. Exactement. D'ailleurs, de là vient la 3e vague, donc la pleine conscience, etc. En fait, c'est plus spécifiquement hindou. Oui. Comme philosophie de base, mais ça s'applique à plein d'autres cultures, etc. Là, puis si on avait mentionné tantôt, pour les gens qui savent pas c'est quoi, la pleine conscience, comment on serait en mesure de la définir, c'est de trier un peu. Ben, en fait, la manière, moi je l'avais compris, c'est d'être en mesure de voir ou de réaliser c'est quoi les pensées qu'on a, puis justement de voir la liste, comme si les idées ou les messages dans notre tête passaient, puis on essaie de les mettre de côté pour essayer d'un peu de faire le tri ou de juste constater nos pensées de façon générale. OK. C'est partiellement. C'est partiellement ça. Ce qui est plus important, là, c'est vraiment l'attitude de base cognitivement, je dirais, par rapport à ça, et même physiologiquement, mais ça vient avec. C'est de se concentrer sur le moment présent et surtout par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres,
c'est d'avoir une attitude sans jugement, sans a priori. Pourquoi? Parce que on a découvert que notre cerveau nous joue des tours. À un point tel que on charrie toute une série de présupposés sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'environnement, tellement que on n'est même plus capable de regarder la réalité du here and now, de ce qui se passe là. Ça fait en sorte que on agit en fonction de présupposés qui traînent dans notre cerveau, etc. Ça a une valeur de survie. C'est comme l'anxiété normale, là. Ça a une valeur de survie, sauf qu'il faut faire attention. Et ça nous envoie des messages qui, dans bon nombre de cas, sont faussés par rapport à la situation qu'on vit là et maintenant. OK? Donc, faut faire attention. Puis surtout, c'est le sans jugement. Donc, si tu es capable de cultiver cette attitude-là et de l'avoir en temps réel presque tout le temps, tu vas faire du problem solving, here and now, par rapport à la situation. Qui se passe présentement. Oui, puis pas autre chose. Puis ça, j'imagine, ça prend de la pratique, puis ça se fait pas demain matin. Non. Ça prend beaucoup de pratique, effectivement. Même en thérapie, j'ai fait beaucoup de psychothérapie pendant un certain temps. Puis dans les dernières années, je l'ai fait pendant 3 ans, là, récemment. Et puis je suis certifié en psychothérapie, en CT, qui s'appelle acceptation. C'est parce que là, c'est le terme anglais, là. Acceptation, engagement et engagement. Mais c'est la pleine conscience, là. OK. Alors, puis là, il y a tout un travail psychothérapeutique, puis des stratégies, etc. Mais c'est très dur de faire évoluer les gens, particulièrement les gens anxieux, là. Ouf! Le processus est long? Ben, c'est-à-dire que c'est difficile parce que les personnes qui sont anxieuses, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir raison d'être anxieux. OK? D'avoir une justification derrière leur motivation, derrière... OK. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il y a tellement de biais cognitifs chez une personne qui est vraiment anxieuse, là, ou qui est obsessif compulsif, ou etc., que on doit travailler, d'ailleurs, c'est une des étapes dans le traitement, faire ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Parce que les gens ont tendance à raisonner de façon très bizarre et de façon très rigide. Okay. Donc, on a beaucoup de difficultés en psychothérapie à les amener dans du here and now. Bon, d'où ça. C'est-tu parce que c'est des fausses croyances qui ont adapté dans leur raisonnement, puis que là, c'est vraiment pris là? Absolument. Par exemple, ils ont... je donne un exemple au hasard, là. Il y a une dame que j'ai rencontrée. Elle avait des up et des down, bon, appelons ça comme ça, des épisodes d'hypomanie. Donc, elle était toute excitée, mais pas de la manie vraiment, c'était juste hypo. Et d'autres, c'était plutôt dépressif, mais juste un petit peu. OK? Là, il y a un terme technique, je rentrerai pas dans le détail. Et elle disait, ça, là, c'est à cause de mon père. Mon père a été rejetant, faut que je règle ça une fois pour toutes. OK. Tu veux le régler comment? Je m'excuse, là, mais c'est fait. Tu le revois-tu, ton père? Non, je le revois plus. Ah, OK. Veux-tu le revoir? Non, je veux plus le revoir. Peut-être que je vais le revoir là, dans 2 ans parce qu'il va se passer telle affaire. OK. Oui, mais comment tu veux le régler si tu veux pas le revoir? Il y a comme pas de solution, là. Non, c'est exactement ça. Alors, mais tu comprends, il y a
Puis là, il y a tout un mécanisme là, qu'elle elle a construit par rapport à ça, que j'ai pu bien identifier. Puis que je lui racontais comment elle avait construit ça, puis que ça l'amenait nulle part. Fait qu'à un certain moment donné, je lui ai je lui ai soumis un questionnaire pour dire, est-ce que ce questionnaire-là, si vous est-ce que vous pouvez remplir ce questionnaire-là? Je pense que ça vous décrirait bien. Je lui ai passé un petit questionnaire qui s'appelle un questionnaire pour faire cyclotimique. OK? Ah, La cyclothymie, là, avec les saisons, c'est pas nécessairement? Pas nécessairement. Okay. Elle, ça y prenait pas grand-chose. Passer de l'un à l'autre. Ça tourne. Son chum, il disait quelque chose un matin, elle était déprimée. Le lendemain, elle rencontrait quelqu'un, puis elle était hypomaniaque. Alors, c'était vraiment comme ça. Là. Fait que j'y passe le questionnaire, et puis elle remplit le questionnaire. Elle dit, ben c'est moi, tout peut, tout craché, ça. À 100%. Toutes les questions sont à 100%. J'ai dit, écoutez, généralement, là, 50% des questions qu'on répond oui, là, ça a tendance à dire qu'on est plutôt cyclotimique, comme vous, parce que vous faites... Ah non, c'est pas ça du tout, je vous l'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ah, fait que là, on venait de briser le raisonnement qu'elle avait. Puis, oui, okay. C'est ça. Mais là, écoute, ça faisait plusieurs entrevues que j'avais avec elle, mais on tourne en rond, là. Ça fait que là, c'est ce qu'on appelle effectivement de la restructuration cognitive, mais il fallait que je trouve une piste, là. Il n'y avait rien à faire, là. C'était vraiment bloqué, là, de façon catégorique par rapport à tout ça. Donc, la restructuration cognitive, dans ce contexte-là, ça n'a pas marché avec elle. Fait qu'il faut choisir ses outils par rapport au type de clientèle qu'on a. Ça aussi, c'est quelque chose de plus difficile. Oui. Puis, il y a toute une façon de faire. Il y a diverses stratégies là, d'intervention par rapport à tout ça. Mais ça entre autres, c'en est une. Là. On fonctionne beaucoup par questionnaire et surtout d'auto-observation. Okay. Et ce qui est très difficile aussi, c'est qu'il y a des gens qui bloquent à un point tel, qui sont rigides, qui bloquent à un point tel qu'ils veulent même pas faire des observations. Quand on vient pour recréer la chaîne causale que je discutais tantôt, ils veulent même pas la faire. Ou il y a fond, une fois ou deux, puis là, ils arrêtent de la faire parce que moi, je me sers de ça pour leur... ce qu'on appelle en termes de relation d'aide, les confronter un petit peu à leur mécanisme explicatif. À leur réalité à eux. À leur réalité à eux, là. Ça se peut-tu que, puis là, je mets le doigt à ce que eux ont même observé. Là, c'est de les remettre en doute. Oui, ben c'est ça les remet en doute, etc. Fait que ça, c'est très difficile à faire. J'imagine. Pour eux. Ouais, non, c'est ça. Puis, là, de ce que je comprends, c'est très patient, selon le type de patient, mais est-ce que quelqu'un qui est anxieux peut commencer par une certaine méthode qui généralement marche? Est-ce qu'il y en a une qui semble plus fonctionner pour une... Par exemple, c'est quelqu'un qui veut diminuer son anxiété, est-ce qu'il y a une manière qui pourrait commencer ou la première étape avec laquelle il pourrait commencer? La première étape, c'est toujours à peu près toujours la même, c'est-à-dire que on va bien analyser les réactions d'ordre physiologique. Ensuite, on apprend à la personne à faire deux choses. Une première chose, c'est vraiment de apprendre à contrôler ses réactions physiologiques extrêmes. Donc, par définition, c'est ce qu'on appelle un entraînement au niveau de la respiration profonde. Donc, un entraînement important de pouvoir équiper la personne de moyens de se réguler au niveau des émotions extrêmes. Okay? Deuxième étape par rapport à ça, c'est on va entraîner la personne à utiliser diverses techniques de relaxation plus en profondeur pour tenter de, justement, faire en sorte que la personne reprenne le contrôle de ses émotions rapidement. Dans la chaîne causale, là, il y a un moment donné, c'est très, très clair, que la personne, si elle se laisse aller, ça monte plus rapidement, là, elle perd le contrôle. Mais il y a une pente qu'on peut découvrir qui fait en sorte qu'on peut
la faire aplatir la retrouver. courbe. On l'a entendu souvent ce mot-là, mais... C'est le cas. Donc, de pouvoir effectivement aplanir la courbe et surtout de reprendre le contrôle pour faire en sorte que la personne s'habitue, OK? Et soit capable tranquillement d'affronter ce genre de choses-là. Mm-hmm. Alors, il y a des étapes là, très précises par rapport à tout ça. Et la première des choses, c'est effectivement d'apprendre à gérer ses émotions, puis aussi de bien identifier. La troisième étape, c'est de bien identifier la chaîne causale pour faire en sorte que les cognitions qui augmentent l'amplitude de la courbe soient comme arrêtées et de bien faire en sorte que la personne descende, se redescende ou garde le contrôle, dans le fond, sur ce niveau-là pour qu'il y ait une habituation qui s'installe par rapport à tout ça. Ça répond à la question, puis ça m'a amené à une autre question par la suite de si, par exemple, on connaît quelqu'un qui a de l'anxiété, puis que ça devient un petit peu plus... ça a un impact sur sa fonction, je sais pas comment... le mentionner autrement, là. Mais ce serait quoi les étapes à faire en tant qu'aidant ou ami ou parent par rapport à une personne qui vit de l'anxiété de façon qui impacte beaucoup, là? Oui, c'est ça. Ben, disons comme aidant naturel. Ouais, on peut le dire comme ça. Comme aidant naturel, par définition, c'est de faire un peu le processus qu'un psychologue pourrait faire. Avec les étapes dont je viens de te parler par rapport à ça. D'abord, une bonne approche de psycho-éducative. Et d'ailleurs, c'est dans le processus, nous, très rapidement, dans l'approche psycho-éducative, on normalise l'anxiété. C'est-à-dire que on prend toutes sortes de moyens d'ordre pédagogique, je dirais, pour faire bien comprendre à la personne que dans bon nombre de situations, l'anxiété est normale et salutaire. OK? Et de bien identifier qu'est-ce que la personne pourrait faire pour bien gérer ses émotions là, négatives par rapport à ça. La plupart du temps, toutes les personnes ont appris à gérer leurs émotions intenses d'une certaine façon. Le seul problème qu'ils ont très souvent quand c'est plus intense, c'est que ils veulent pas l'utiliser parce qu'ils ont soi-disant une bonne raison d'être très anxieux, soit que c'est sûr que ça va mal finir, que c'est pas utile, ils ont perdu le contrôle déjà, etc., etc. Tu comprends? Fait que techniquement, c'est ça qu'il faut comme aidant naturel, là, aller chercher et lui faire dire. Par définition, on fait ce qu'on appelle la restructuration cognitive naturelle par rapport à ça. Fait qu'il y a plusieurs choses qui s'embriquent en même temps, seulement par l'éducation, là. Absolument. Puis l'autre élément, c'est que là, tu peux, comme aidant naturel, tu as le droit, comme aidant naturel, de faire de la réassurance. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à... OK? Comme aidant naturel. Ça règle pas le problème. Ça aide la personne à gérer ses émotions extrêmes. Elle a besoin de ça là. C'est la même chose au niveau de la pilule. À un certain moment donné, tu parlais de quel est le rôle de la médication. La plupart des spécialistes puis des psychologues en particulier, quand une personne a un trouble anxieux, on dit non, on rentre pas dans la médication tout de suite, là. On va faire un bout de chemin. Si on voit que c'est trop intense, etc., c'est là que on va dire, OK, tu devrais consulter un médecin pour avoir une aide ponctuelle avec une médication qui pourrait t'aider à ce qu'on continue le travail de façon plus efficace. OK? En termes de psychothérapie. Donc, la médication devient une aide à la psychothérapie et au traitement anxieux. Mais c'est pas une solution qui va être utilisée seule. Non, d'ailleurs, de plus en plus, c'est reconnu, là, les anxiolytiques les plus efficaces sont
productif dans la mesure où les anxiolytiques purs, type Valium et tout là, ont des effets de dépendance très, très rapidement parce que c'est un mécanisme de fuite qui s'installe et une des comorbidités les plus fréquentes chez les gens qui ont vraiment des troubles anxieux, c'est la dépendance. C'est les dépendances. OK? À la médication. Entre autres. Entre autres. C'est un cercle vicieux, là, tout ça. Il faut donc faire très, très attention quand on tombe dans la médication. Puis il y a des médecins, qui sont un peu un peu parce que qui j'ai dit à une de mes patientes à un certain moment donné, allez consulter votre médecin parce que vraiment, je suis très inquiet parce que là, on n'arrive pas à faire bouger les choses et vous avez des réactions là, catastrophiques très importantes, etc. Alors, si vous continuez comme ça, là, ça pourrait très mal revirer. Je suis inquiet. Allez chez votre médecin, puis regardez avec lui là, qu'est-ce qu'il pourrait faire au niveau de la médication. Je dis, écoutez, généralement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que pendant un certain temps, on recommande, les bonnes pratiques, c'est d'y aller avec un antidépresseur à un effet un effet de traitement de l'anxiété. Il y en a toute une série maintenant, c'est bien connu. Et pendant un certain temps, il va vous prescrire ça, ça va vous aider, mais on pourrait continuer en psychothérapie, ça serait utile, parce que là, ça va être beaucoup plus facile de vous exposer puis travailler sur des éléments très, très importants de ce côté-là. Si vous avez des crises de panique puis tout ça, peut-être que ça serait utile d'avoir un anxiolytique pur que vous pourriez utiliser une fois de temps en temps. OK. De temps en temps. C'est ça juste le mot-clé. Besoin. Hein? Ouais, pour pas tomber dans la dépendance. Le médecin a fait une crise catastrophique en disant c'est un incompétent, votre psychologue, il aurait jamais dû vous dire ça. On prescrit plus jamais des anxiolytiques, ça crée de la dépendance. La cliente est venue me voir et a dit ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Reprendre les mots, là. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce que vous lui avez dit que vous preniez du pot pour vous gérer votre anxiété, etc., puis que vous en preniez très souvent, presque une fois par jour? Non, j'ai pas dit ça. Ah, OK. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé finalement? Vous avez décidé. Pas le médecin, là, je parle de vous. Bon, ben, je vais arrêter le pot d'abord, je vais voir ce que ça va donner. Ah, sage décision, bravo. Ça peut... On sent l'émotion encore. Ah oui, c'est pour ça que je te disais tantôt, des fois, il y a des phénomènes un peu... Ben, certainement. Des fois, il y a des liens qui se créent avec des patients bons ou mauvais. Hein? Oui, puis il y a des phénomènes comme ça là, qui est un peu frustrant comme psychothérapeute, mettons. Puis je voulais savoir, tantôt, on parlait... L'anxiété, c'est normal dans certains cas, dans certaines situations, comme on a dit, c'est un peu... ça vient un peu de nos ancêtres quand ils essaient de se défendre, ces choses-là. Puis des fois, les gens vont essayer d'utiliser l'anxiété pour, mettons, plus performer. Donc, l'anxiété va les pousser à étudier davantage, à être plus concentrés sur une certaine période. Mais c'est quand qu'on dit que l'anxiété, là, c'est rendu comme un couteau à double tranchant, c'est quand, la limite qu'on dit, là, l'anxiété, c'est rendu néfaste pour la personne ou le patient. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand on travaille beaucoup dans un aspect de normalisation. Alors, la normalisation de l'anxiété psycho-éducative, c'est l'anxiété, c'est normal, puis on en a besoin pour fonctionner. OK? Ça a une capacité très importante d'adaptation à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce phénomène-là d'anxiété de base, qui se rapproche dans le fond du stress, le stress est pas positif jusqu'à une certaine limite.
Si on n'a pas de stress, on s'écrase d'un coin, puis on fait rien du tout. On dort. On dort. Puis on fait rien parce que c'est dangereux. Tu prends toujours un risque. Si tu fais quelque chose, on prend un risque. Donc, par définition, l'anxiété puis le stress, là, c'est deux jumeaux qu'on nomme différemment, tout dépendant des contextes, ou etc., etc. Donc, c'est comme dans le stress et dans l'anxiété, ce qu'on appelle une courbe inversée. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies un minimum de stress pour performer. OK? Donc, le stress est positif parce qu'il faut que tu te prépares. L'intelligence humaine fait en sorte qu'on est capable de prévoir plein de choses de ce qui peut arriver. OK? Mais c'est un arme à deux tranchants. À savoir que l'être humain est peut-être le seul mammifère qui peut même prévoir qu'il va mourir. C'est stressant. Les philosophes ont beaucoup de difficultés avec ça, tellement c'est absurde, tu sais, de vivre puis de te rendre compte que tu vas mourir. Puis il y a rien à faire contre, tu sais, c'est comme vivre c'est dangereux, t'as pas de contrôle, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. C'est une atteinte à ton ego parce que tu seras plus là. Tu sais, c'est comme, y a-tu quelque chose de plus stressant que ça? Alors que dans la vie, il faut apprendre à, donc, il y a un petit peu plus de stress pour avancer, puis faire des choses. Puis ça motive, etc. Ça te prépare physiologiquement à affronter tous les dangers possibles et imaginables. Puis en plus, c'est ça qui est intéressant. Ton cerveau est fait pour ça. Se préparer à faire face au danger ou à une atteinte à ton ego, etc. Donc, il faut l'écouter, mais il faut faire attention. Des fois, il s'emballe. C'est là que, quand il s'emballe, ton cerveau, puis ce mécanisme-là, reptilien, ben c'est là que ça devient un problème très sérieux. Donc, connais-toi toi-même, comme disait un dénommé Socrate. Oui. Qui, effectivement, plus on se connaît, plus on est capable de bien gérer ce stress-là ou ce qu'on appelle l'anxiété. Mais c'est du pareil au même dans une certaine mesure par rapport à tout ça. Et plus on vieillit puis qu'on comprend bien ce que c'est que le stress et l'anxiété, on apprend à vivre avec beaucoup. Moi, j'ai tellement fait face à du stress dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que je suis devenu un troubleshooter. Moi, plus c'est compliqué, plus c'est stressant, plus je fonce. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est pas parce que je suis pas anxieux. J'ai mon niveau de stress comme tout le monde et d'anxiété, mais ça me permet de me préparer beaucoup plus que il y a quelques années, tout ça. Puis à chaque fois que j'ai pas vécu suffisamment de stress parce que j'ai donné tellement de conférences, de formations, etc., à chaque fois que j'ai pas suffisamment eu de stress pour me préparer, ça a floppé, puis j'étais vraiment pas content de moi. Puis c'est où qu'on met cette limite-là? Est-ce que c'est différent pour chaque personne? Oui. Ou? OK. Absolument, tout à fait. C'est pour ça que je reviens à Socrate. Oui. Le fameux. Oui. Connais-toi toi-même. C'est ça qui est important, la chaîne causale, puis tout ça, parce que il y a certaines choses que maintenant, j'ai plus envie de faire parce que je sais que je vais avoir plus de difficultés, que ça me tente plus, que je vais flopper, que je vais me fâcher, que donc je vais perdre le contrôle de mes émotions. Alors, je m'arrange pour pas aller là, point à la ligne. C'est rendu à ce stade-là qu'on fait là, si je traverse cette limite-là, c'est là que l'anxiété va être rendue néfaste pour toi-même. Oui. Et ça se peut que ça soit transitoire. Donc, tu vas avoir ce que moi j'appelle un petit trouble d'adaptation ponctuelle qui va durer une journée ou deux, etc.
Puis après ça, ça va disparaître. quitte par la Ça suite. durera pas 3 mois. Donc, ça sera pas un trouble d'adaptation. Ça va pas se chroniciser par la Pas suite. du là. tout, effectivement, parce que tu vas avoir des mécanismes d'ajustement au niveau des émotions, etc., etc. Comme par exemple, moi puis d'ailleurs c'est un tempérament là, dans ma famille, c'est systématique. À savoir que plus on vieillit, plus on a des difficultés d'insomnie. C'est automatique. On se lève on se réveille en pleine nuit très très souvent durant la semaine. Donc, j'ai appris à gérer mes insomnies ponctuelles. C'est automatique. OK? Donc, maintenant, c'est très clair. J'ai mon protocole de comment je fais pour gérer ces insomnies-là. Et c'est automatique. Si j'ai quelque chose qui me préoccupe, plus, comme là, il y a quelques semaines, j'avais une rencontre au sommet pour un de mes projets de renouveler un outil d'évaluation que j'ai fait, puis là, le mettre à jour parce qu'il date d'une dizaine d'années. Fait que là, on me dit, hey, ça serait le fun. Fait que là, ça, mon petit hamster, fait que là, effectivement, j'ai pris mon protocole, à savoir que je me lève, je reste pas dans le lit, je sors, je lis pendant 1h30, puis je m'en vais d'abord coucher. Si je vois que ça dure 2 jours, je prends de la mélatonine pendant une couple de jours pour essayer de m'aider, puis effectivement, ça fonctionne très bien. Si ça va plus loin, je prends un anxiolytique pendant une journée ou 2, pas de dépendance. Puis là, après ça, je prends ma mélatonine. Et puis, je retombe dans mon pattern de gestion, etc. Donc, ça s'appelle la gestion des émotions. Fait que c'est d'être en mesure quand même d'aller de l'autre côté de la limite, puis de revenir, mais il faut pas que ça dure pendant un certain temps. Par exemple, si je prends mon cas d'étudiant, en fin de session, c'est normal de vivre l'anxiété, puis c'est normal de passer l'autre côté de la limite. Ah, absolument. C'est juste que si c'est pendant toute la session, toute l'année, puis pendant, par exemple, tout le cadre du cégep université, c'est là que c'est rendu néfaste, puis c'est là qu'il y a un problème. Tout à fait, parce que là, tu vas avoir de la misère à faire ce qu'il faut durant la période là, de stress plus intense, parce que tu seras pas disponible, là, puis tu vas être fatigué, tu vas être épuisé. Cognitivement, ça va tourner trop vite, tu vas faire de l'insomnie, puis là, tu vas perdre le contrôle. Donc, c'est le côté chronique là qui est très, très dangereux de traîner. Donc, il faut apprendre à avoir une bonne gestion du stress par rapport à tout ça, puis pas tomber dans le côté noir de l'anxiété. Par rapport à Ça me fait penser, étant physio, étudiant physio pour l'instant, ça me fait penser, pendant une journée, on va marcher, par exemple, un os va s'adapter à un stress, on peut le dire comme ça, un stress mécanique. Absolument. C'est correct de lui faire subir du stress, mais par exemple, de surentraîner, c'est là que ça peut causer des blessures. Fait qu'on peut le voir aussi de ce côté-là, là. Mais le mental fonctionne à peu près de la même manière. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est une très bonne analogie. Ce qu'on fait beaucoup, là, c'est en psychothérapie, on fait ce qu'on appelle des analogies de ce type-là pour faire comprendre la restructuration cognitive et la normalisation de l'anxiété. C'est ce qu'on fait aussi beaucoup, là. On prend en fait, la mécanique, une mécanique d'ordre physiologique de ce type-là est un très, très bonne comparatif, métaphore pour faire comprendre ce qu'on veut dire par rapport à la gestion. Les os, il faut que tu le stresses un petit peu pour garder comme une certaine densité. Exact. Plus tu vieillis comme moi, là, faut faire attention, effectivement, il faut faire du sport. Sinon, je vais faire de l'ostéoporose. Exactement. Oui. Donc, tu sais, c'est exactement le même élément. Donc, il faut apprendre à gérer son stress, gérer son anxiété. On s'en sort pas. C'est normal de vivre de l'anxiété, mais il faut apprendre à la gérer. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, au lieu de vivre l'anxiété, ils vont dire au lieu
qu'ils sont une personne anxieuse. Oui, ça c'est très, très... Par définition, tu vois. Oui. Mais par définition, quand les gens arrivent puis ils me disent ça, ils disent « OK, ouais, mais pourquoi tu dis ça? » Puis là, on commence. Le re-questionnement. Exactement. Avec parce la que par chaîne. définition, oui, exactement. Et c'est parce que très souvent, les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est que l'anxiété. Puis là, on travaille tout de suite sur le processus psycho-éducatif de bien faire comprendre à la personne que c'est normal d'avoir des périodes dans l'anxiété, mais il faut apprendre à les gérer. C'est vite fait, là. Il faut en rentrer là vite. Mais là, les gens vont entendre, mais pas sûr qu'ils vont... Ça passe d'une oreille, ça va de l'autre côté. Plus ils sont... plus le trouble s'est chronisé, plus c'est difficile que ça reste en dedans. C'est très, très difficile. C'est comme encore faire une autre analogie avec la douleur qui devient chronique. Absolument. C'est la même chose parce que ça va aller avec ma prochaine question, mais au niveau de la douleur, ce qu'on a appris à l'école, nous autres, c'est si c'est une douleur ça fait 6 mois, par exemple, que c'est présent chez la personne, à un moment donné, les atteintes vont être non seulement, par exemple, au niveau du muscle ou que la douleur, mais au niveau du système neurologique, ça va atteindre au niveau du cerveau, puis il y a des zones qui vont s'activer malgré que la blessure ici soit guérie. J'imagine qu'il y a quelque chose qui peut être pareil avec l'anxiété, ces choses-là. Là. Absolument. Là, on tombe dans vraiment la pathologie, là, OK? Alors, effectivement, c'est le cas. Si une personne est anxieuse depuis très, très longtemps, puis c'est chronique, par définition, il y a tout des phénomènes qui s'installent au niveau neuro, et ça va faire en trop effet que, par exemple, l'amygdale, qui encode à long terme les mémoires traumatiques, etc., etc. Mais par définition, la personne va avoir de la difficulté à encoder des nouveaux événements, va avoir de la difficulté à traiter tous les stimuli dits négatifs ou moindrement anxiogènes, etc., etc. Donc, c'est comme si le cerveau devient tendance à être un anxieux chronique, avec toute une série d'effets là, très particuliers au niveau de la fatigabilité, de la concentration, etc., etc. Des tendances à la dépression, à la là, ça peut devenir encore plus dangereux. Ouais. C'est exactement ça. Des troubles bipolaires, etc., etc. D'ailleurs, tous les... tu liras, là, mais tous les traumatismes, dans une certaine mesure, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, viennent augmenter la probabilité d'un trouble anxieux. D'accord, c'est comme ça fait partie de comment dirais-je des facteurs prédisposants d'ordre neurobiologique, etc., là, qui s'installent par rapport à tout ça. Comme le simple fait que quelqu'un ait vécu beaucoup de traumatismes, ça augmente la probabilité que ils vivent plus dans l'anxiété puis qu'il y ait plus de difficultés à gérer ses émotions et tout. Puis, tu vois, moi, je suis un spécialiste en troubles graves du comportement. J'ai beaucoup de syndromes génétiques, entre autres. Puis à chaque fois que je vois un client, je refais l'histoire au complet. D'ailleurs, le dossier, je le passe au complet. Puis là, je note tous les événements dits traumatiques qui augmentent le risque, dans le fond, de vulnérabilité chez la personne. Puis il y en a, c'est automatique. Alors, en termes neuropsychologiques, là, c'est de plus en plus documenté par rapport à ça. Donc, le cerveau devient malade dans une certaine mesure, ou vulnérable serait plus adéquat par rapport à ça. Parce que tout ça peut être amélioré beaucoup dans un processus de traitement et de gestion des émotions, etc. On peut faire des choses extraordinaires.
maintenant de plus en plus. Vous avez parlé des éléments qui vont être peut-être traumatisants, qui vont potentiellement amener de l'anxiété. Oui. C'est peut-être pas un élément traumatisant que je vais mentionner, là, mais au niveau de l'école puis du système, comment il est fait, est-ce que est-ce que le système au Québec est un système qui est prédisposé à une personne à vivre de l'anxiété? Oui. C'est une grosse question. Oui, non, mais c'est une très bonne question. D'autant plus que c'est un de mes sujets de recherche à un certain moment donné. J'ai même construit ce qu'on appelle un instrument d'évaluation des capacités de gestion du stress. En fait, des émotions de façon plus générale. Mm-hmm. Et ce qu'on a découvert, c'est depuis quelques années, aux États-Unis en particulier, on a développé des programmes de gestion des émotions. Puis on s'est rendu compte que un des gros déficits de l'école de façon générale au niveau occidental, c'est qu'il n'y a rien en termes de formation de gestion des émotions. Zéro. Mm-hmm. Dans la plupart des cas. Au Québec comme ailleurs, c'est l'enfer. Il n'y a rien. 0 plus 0, même pire que ça. C'est-à-dire que on donne pas de formation, mais très, très souvent, on détecte pas les gens qui vivent effectivement. Il n'y a pas de prévention du tout. Aucune. Okay. Aucune. Puis même de traitement. Regarde ce qui se passe, les psychologues dans les écoles, il y en a presque plus. Il y en a pas du tout, à peu près pas. Donc, c'est des travailleurs sociaux, ben beaux travailleurs sociaux, là, mais est-ce qu'ils sont spécialisés dans ce genre de machin-là? Pas beaucoup, un petit peu quand même, là, ils sont sensibilisés. Ouais. Mais, tu sais, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de soutien ponctuel à l'enfance. Écoute, la détection des difficultés particulières à l'enfance, on le fait presque pas par rapport à tout ça, alors que c'est là que ça devrait commencer. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de programmes qu'on appelle de gestion des émotions qui se mettent en place puis qui ont démontré des très, très beaux succès par rapport à ça en termes de prévention primaire et secondaire, même sur les troubles de santé mentale at large. Là. Parce que justement, les troubles anxieux, ça mène très, très loin, puis toutes sortes de psychopathologies incroyables par rapport à tout ça. Puis surtout quand tu as des facteurs de prédisposants, puis en tout cas, vous lirez, il y en a beaucoup. Il y en a énormément par rapport à ça. Puis comme vous avez dit, tu vois, le problème, ta question est excellente. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'études actuellement sur quelle est la meilleure école pour faire ça, le meilleur modèle par rapport à ça, parce que c'est très nouveau. Ce qu'on sait, par contre, c'est les pires les pires écoles ou les pires, mettons, États. Okay? C'est en Asie. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, entre autres, là, les enfants sont très, très perturbés et développent de la dépendance, très anxieux, beaucoup de problèmes de santé mentale, etc. Parce qu'ils sont très suivis. Je pense qu'ils ont des horaires. Je pense à la Corée du Sud, ils sont très suivis dans leur horaire. L'école prend une grosse importance, puis il y a un peu d'équilibre aussi qui est là-dedans entre les loisirs et l'école. Absolument. Et les parents sont d'un niveau d'exigence là capoté. C'est vraiment pas de bon sens. Mais c'est parce que c'est très compétitif. On va se le dire, là, c'est tellement compétitif pour arriver à avoir un statut X, Y, Z. Et puis, ils sont dans une mentalité aussi, la famille et l'honneur de la famille est très, très important. Alors, tu sais, ils ont tout ce qu'il faut pour l'atteinte à l'ego, et même familial, etc., etc. Tu sais, c'est comme fou, là. Donc, ils ont tout ce qu'il faut, puis ils ont pas justement tous les facteurs de prévention dont on vient de parler par rapport à tout ça. Alors que si c'était à faire, là, actuellement, il y a beaucoup de travaux de ce côté-là, mais la prévention, c'est pas la grosse mode. Ce serait quelque chose qui serait bien à implémenter pour justement
essayer de commencer à offrir des traitements. Puis comme vous avez mentionné au début, si on est capable de trouver le problème puis de commencer à le traiter plus tôt, ça va être plus facile parce qu'on ne chronicise pas le problème. C'est ça. Puis l'autre élément, c'est qu'on peut faire, d'ailleurs, c'est les travaux actuellement qui sont en place, c'est faire de la prévention primaire. C'est-à-dire former les enfants à gérer leurs propres émotions. Puis c'est le processus que je te disais tantôt. On commence par la psycho-éducation de base pour les enfants et on leur montre comment se créent les émotions, quel type d'émotions, et on commence par l'expression des émotions, les subtilités dans l'émotion, les réactions physiologiques associées, le triangle des réactions cognitives, physiologiques et comportementales. Plus tu vas fuir, plus tu donc tout ça, là, ça devrait commencer très, très tôt, à partir de la maternelle même. Puis là, on a montré que globalement, de plus en plus, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les approches transdiagnostiques. Okay. Ça veut dire la chose suivante, on postule que, d'ailleurs, je suis là-dedans, moi, beaucoup, là. Mon instrument que je veux mettre à jour, c'est là-dessus que je m'en vais. C'est le tronc commun de bon nombre de psychopathologies, c'est la mauvaise gestion des émotions. Ça part de là. Ça part de là. Le gros nœud. Oui. Fait qu'en tant que parent... si tu veux traiter un trouble psychopathologique indépendamment du diagnostic, tu dois travailler sur la gestion des émotions. Puis ça s'appelle du transdiagnostic. Et la thérapie doit passer par là aussi. De plus en plus, on s'en va vers ça, là, par rapport à ça. Donc, c'est une compréhension beaucoup plus globalisante, là, par rapport à ça. Moi, ça faisait des années que je tripais là-dessus. Là. Déjà, à l'heure de ma maîtrise, je disais, écoute, il doit y avoir, un peu comme Einstein, il doit y avoir un principe psychologique qui explique à peu près tout. Moi, j'avais trouvé dans le temps, ça s'appelait, j'avais écrit un petit article, la contrôlabilité. C'est-à-dire que le cerveau humain est fait pour essayer toujours de contrôler tout ce qui se passe et de prédire des choses, etc. Mais c'est pas faux. Là, le problème, c'est justement, c'est l'inverse. Il faut partir très, très tôt pour gérer le dedans et non pas l'extérieur par rapport à ça. Les émotions. Puis j'imagine que les parents peuvent avoir quand même un impact sur ça, de montrer qu'il y a des livres d'histoire ou des livres pour justement commencer à montrer les types d'émotions, faire la distinction entre les différentes émotions. En parler, mettre des mots sur les réalités, voir la chaîne causale. Tous les enfants devraient apprendre ça, là. Et la plupart du temps, je faisais du coaching parental dans les dernières années, là, j'aimais beaucoup rejoindre, j'ai travaillé surtout avec des adultes. Ma formation de base était au niveau des adultes, mais là, dans les dernières années, je voulais travailler pour les enfants. Et le meilleur moyen, quand les enfants sont très jeunes, c'est de travailler en coaching parental. C'est jusqu'à l'âge de 6 ans, ou même 8 ans, 10 ans, etc. Donc, tu fais du coaching parental. Et justement, les parents ne font pas beaucoup de travail de ce côté-là. Et la plupart du temps, malheureusement, quand les parents consultent puis qu'ils ont un problème avec leur enfant, c'est parce que eux-mêmes ont pas les bonnes attitudes parentales vis-à-vis de leur enfant. Fait qu'ils charrient ça. Ouh là là, c'est décourageant. Les enfants et les parents, très souvent, ont pas une bonne gestion de leurs propres émotions. Fait qu'ils peuvent pas transmettre ça aux enfants parce que leurs propres émotions, ils ont de la difficulté à en parler, puis à les gérer et à démontrer en termes de mimétisme, là, les bonnes attitudes vis-à-vis de ça. Fait que, par définition, très souvent, les parents, sans savoir, transmettent une certaine vulnérabilité de leur enfant parce que ils sont même pas capables d'en parler.
puis de faire les nuances nécessaires, puis de faire la chaîne comportementale pour que l'enfant comprenne qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est comme assez perturbant pour quelqu'un qui veut aider, là. Ça part de loin. Vous aviez mentionné aussi en début d'entrevue l'encadrement aussi des parents qui offrent à leur enfant quand il est trop près ou trop encadré, que ça peut avoir un impact sur l'anxiété. Est-ce que vous voulez m'en dire un peu plus sur comment le parent pourrait encadrer l'enfant pour qu'il apprenne c'est quoi les émotions, qu'il commence à gérer l'anxiété? OK. Regarde, je vais te donner un exemple très, très clair qui revient constamment là, en coaching parental. Un des éléments que les parents tombent dans le piège à tour de bras, c'est que ils veulent bien faire en encourageant verbalement l'enfant à réussir. Bon, force-toi un petit peu, là, t'es intelligent, t'es capable de faire ça. Bravo, t'as réussi. Oui, yeah. C'est la réussite. Non, c'est pas la réussite qu'il faut encourager, c'est l'effort. C'est la persévérance. Tu dis jamais à l'enfant, tu dis jamais. Tu peux le dire que bon, t'as réussi, mais tu sais, bon, ok, mais tu l'as fait, t'as bien travaillé, bravo. C'est ça qui est important. Là, tous les enfants que j'ai eus, à peu près, là, presque la très grande majorité des enfants, le gros problème qu'ils avaient, en termes de, d'ailleurs, à la fin, j'étais tanné, c'était des enfants qui étaient opposants, trop oppositionnels, trop de voilà. Okay? Puis quand je grattais au niveau des parents, c'était des parents hyper exigeants, puis centrés sur le succès. Mais l'enfant fait pas d'effort. Il a pas appris à faire d'efforts. Fait que lui, il est sûr de pas réussir, fait qu'il fera pas d'effort. J'en avais dans mon bureau, là, c'était effrayant, il y en avait. Fait que il fallait que je travaille avec le parent pour changer son focus sur, pas le succès. Est-ce que vous voulez qu'il devienne premier ministre? Attends un peu. Il peut-tu faire son devoir, puis travailler plus, faire un effort là-dessus, là? Peu importe l'échec ou le succès, juste travailler sur donner de l'effort. Oui, puis de faire here and now, de pleine conscience sur le travail qu'il y a à faire là. Regarde bien, faire un effort, tu réussis pas, c'est pas grave. Plus important, t'as appris, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de le fun, là, que t'as réussi, pour toi, là, que t'as fait un effort. T'étais content de faire quoi là-dedans? Oui, qu'est-ce que t'as compris? Ah, t'as compris ça? Ah, bravo! Ah, c'est pas grave, tu vas le réussir une autre fois. Faire de son mieux, dans le fond. Faire de son mieux, c'est exactement ça. Mais beaucoup de parents que j'ai vus qui avaient un enfant problème, c'est qu'ils sont trop centrés sur le succès final. Et ils oublient que l'enfant a besoin d'un encouragement pour persévérer, etc. Puis gérer ses propres émotions de ce côté-là. Il leur permet pas, beaucoup de parents permet pas à l'enfant d'être fâché, d'être frustré, de ne pas avoir le goût, etc. Écoute, les parents sont exigeants sur le plan des émotions. Faut que l'enfant soit parfait, soit neutre, calme et réussisse du premier coup. Bravo! Hey. C'est ce que la société aussi reflète d'une certaine manière. Là, on dirait que ça m'a fait penser à ça, là, de réussir du premier coup. Oui. Mais d'apprendre de ses erreurs, c'est pas souvent quelque chose qu'on met de l'avant. C'est pas valorisé, pas du tout. C'est moins glamour. Oui. Exactement. Et écoute, au niveau du coaching parental, là, écoute, on se cassait la tête là, beaucoup pour faire ce genre de faire-là. Et il aurait fallu, d'ailleurs c'était très évident à un certain moment donné, il aurait fallu que je prenne l'enfant, que on le brasse un au peu. Moins au moins 5-6 entrevues, puis que je cible un certain nombre de difficultés académiques ou à apprentissage, puis que je lui apprenne à faire un effort particulier et de dédramatiser
chaque élément de non-réussite, là, L'échec. oui, lui faire des échecs devant moi, puis qu'on en rit, que je le félicite pour son effort, etc., que je filme tout ça, puis que je confronte le parent, comme quoi, c'est ça que vous devez faire. Tu sais, c'est comme, à la fin, là, c'est ça que je voulais faire. J'ai arrêté parce que j'étais trop décidé à brasser les parents. Ouais. C'était pas bon. Savoir sa limite aussi en tant que professionnel. Oui, puis de toute façon, ça suffisait, là. Je travaillais trop fort, plus que les parents. Oh. Fait que, non, je t'ai rendu que j'étais... Savoir sa limite. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, tu vois, c'est un peu tout ça, mais t'as raison, c'est sociétal comme aussi comme problématique par rapport à tout ça. Au niveau de la prévention primaire, gestion des émotions et tout, là, écoute, il y a du travail à faire beaucoup par rapport à tout ça. Mm-hmm. Mais ta question était très bonne. D'ailleurs, quand j'ai vu ta question au niveau du milieu scolaire, je suis parti à rire. Écoute, c'était comme ça m'a remis tout ça en tête directement. Puis je disais, écoute, malheureusement, il n'y a pas de réponse sûre, mais j'ai vu qu'il existait de l'autre côté les États où c'est très, très exigeant. Le contrat, de quoi pas faire, des contre-exemples. Exactement, le contre-exemple, etc. Et puis le fait aussi qu'on travaille pas beaucoup en prévention primaire et secondaire, c'était très évident. Mais il y a quand même des travaux fort intéressants. Le problème, c'est on n'est pas encore rendu dans l'application là, par rapport à tout. Mais ça va venir, j'espère. Mais au moins d'en parler, c'est déjà... Oui, c'est ça. C'est ça. Le chemin va se faire. Absolument, c'est la première étape, effectivement. Le plus grand nombre. D'autres questions? Il t'en reste-tu? En fait, la dernière, je l'avais laissée pour la fin pour conclure un peu. Ouais. On en a un peu parlé, mais on peut en rediscuter rapidement. L'anxiété, c'est pas quelque chose qu'on va être en mesure de se débarrasser de ce que je peux comprendre, mais plus quelque chose avec lequel on va vivre, puis essayer de voir ses limites, de traverser la limite, mais d'être en mesure de se ramener de l'autre côté pour justement pas avoir des effets à long terme, puis commencer à se détériorer. Tout à fait. C'est ce que je comprends un peu de... C'est tout à fait ça, c'est la conclusion. En fait, pour résumer, l'anxiété, on peut pas s'en débarrasser puis vivre sans. Okay? Par contre, on peut vivre avec certainement et en profiter positivement pour la voir venir et sans jugement. Exemple, c'est vraiment un état de pleine conscience. L'anxiété doit être vue comme un moment transitoire il y a quelque chose qui se passe, il y a des signaux dans mon cerveau qui brasse, puis qui me dit il y a des éléments d'anxiété qui m'arrivent. Regardons ça, c'est-tu drôle? Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai des signaux comme ça? OK, attends un petit peu là, c'est quoi la situation, puis etc. OK? Donc problem solving et tout. Puis c'est probablement parce que ça me vient dans quelque part, des expériences passées, je perçois quoi là-dedans, etc. Perds pas ton temps, là. C'est quoi le problème ici? C'est quoi la probabilité? Quel est le meilleur moyen de gérer ça? Etc., etc. Donc, tu reprends le contrôle sur qu'est-ce qui se passe et surtout sur tes émotions. Puis, tu écoutes ton anxiété un petit peu, là, mais tu t'en sers de façon positive pour faire ce qu'il faut, here and now, de demeurer dans l'action et pas éviter. C'est un beau message. Ça finit de même. Ça finit très bien, je trouve. En fait, moi, je finis toujours par penser aux astronautes. Tu te concentres sur ce que tu peux faire, puis le reste, de toute façon, what the hell, comme disent les Chinois, on s'en fout, là, de toute façon, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Mais qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur de ça? Maintenant, here and now dans la situation, puis let's go.